Bonjour à toutes et à tous. Alors, je me présente rapidement. Je suis Mathieu Porte, coordinateur des activités d'intelligence artificielle de l'IGN. Me revient la tâche, pas forcément lourde, on dit toujours lourde tâche, mais la tâche en tout cas de vous proposer une dernière prise de parole pour aujourd'hui. Je pense que vous avez vu beaucoup de choses si vous avez, comme moi, assisté à beaucoup de conférences entre des retours d'expérience, des cas d'usage, des doctrines sur l'IA, sur la cybersécurité, des controverses sur la capture des données par des cartels de données, des controverses sur le caractère néfaste ou non de l'IA pour la transition écologique. Donc il y a beaucoup de choses, donc il faut réussir pour moi à vous proposer quelque chose de plus qui arrive à trouver encore place pour vous. Je vais pour ça, alors mon but à la fin de cette présentation, ça serait idéalement que vous repartiez avec l'envie d'aller explorer un peu par vous-même des choses qu'on peut faire avec l'IA pour la description du territoire, avec de la donnée géographique, et que tout ce que je vais vous raconter, qui va être un aperçu de ça, vous donne envie d'aller manipuler par vous-même, d'aller explorer les cartes qu'on obtient par intelligence artificielle, d'aller jouer avec les modèles qui sont disponibles autour de ces thématiques-là. Mais revenons d'abord, pour ça, je vais avoir besoin un peu de vous convaincre déjà peut-être de quel est l'enjeu, comment est-ce qu'on mobilise de l'intelligence artificielle aujourd'hui pour un impératif qui est celui qu'on appelle cartographier l'Anthropocène. On est face au défi climatique, à l'urgence climatique, et face à cette urgence, on doit pouvoir disposer de nouvelles descriptions du territoire et qui permettent de nous repérer dans cette nouvelle ère, être capable de suivre ce qui est en train d'advenir en termes d'artificialisation des sols, en termes de transformation des forêts et d'évolution de leur état de santé, en termes d'évolution du trait de côte, etc. Et donc on a besoin de mettre en place des nouvelles descriptions du territoire, des nouvelles dimensions de description du territoire. Et je vais commencer déjà par vous montrer, à partir de l'expérience de l'IGN, la place que joue l'intelligence artificielle là-dedans. Je vais prendre un premier cas qui va nous permettre un peu de placer nous placer un peu toutes les idées, qui est emblématique, qui est que le développement de systèmes d'intelligence artificielle nous permet par exemple de très bien suivre l'occupation des sols et l'évolution de l'occupation des sols à l'échelle du territoire national. Comment? Ce que vous voyez à droite, c'est une carte de couverture des sols obtenue par intelligence artificielle. Donc, c'est-à-dire que c'est une analyse faite d'une image aérienne sur laquelle vous allez avoir, en chaque pixel de cette image, une description du contenu de ce qui est présent physiquement au sol. Est-ce que c'est des bâtiments? Est-ce que c'est des routes? Est-ce que c'est de la végétation? Est-ce que si c'est de la végétation, c'est des feuillus, des conifères, des formations herbacées? Est-ce que c'est des surfaces d'eau, etc., etc. Peut-être 15, 20 classes comme ça. Donc, voilà un type de description, un type d'information que l'on peut obtenir. Et on va ensemble aller fouiller comment est-ce qu'on obtient ça, mais voilà le genre de description qu'on obtient avec de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Vous voyez en termes de richesse du contenu, vous voyez en termes de finesse géométrique, de très haute résolution de l'information. Et voilà, donc ça, grâce à de l'intelligence artificielle, on dispose aujourd'hui de ce type de description-là régulièrement. Tous les 3 ans, on va avoir une vue de l'occupation des sols et on va pouvoir comparer avec ce qui s'est passé 3 ans auparavant et voir là où on a consommé des espaces, là où on a consommé sur des espaces agricoles, naturels, forestiers. Comment est-ce qu'on obtient ces machins-là ouais, la partie qui va être très importante, en fait, la vraie valeur, elle est certes dans le fait d'avoir ce niveau de finesse de description du territoire, mais la vraie valeur, elle est dans le fait de l'avoir systématiquement, partout, tout le temps. C'est l'enjeu de passage à l'échelle, dans le sens passer à l'échelle du territoire national. Pour ça, on va s'appuyer. Donc les systèmes d'intelligence artificielle vont s'appuyer, vous voyez à gauche, sur le fait d'avoir des données d'apprentissage. On va entraîner des systèmes à donc prendre en entrée, ce que vous voyez sur les 3 colonnes de gauche, des images avec plusieurs bandes spectrales qui vont contenir de l'information, du rouge, du vert, du bleu, de l'infrarouge, une bande qui va indiquer la hauteur de ce qui se trouve au sol. Et puis, on va entraîner ces algorithmes à partir de ces 3 couches-là en entrée, à prédire ce qui se trouve dans la 4e colonne, là, qui serait la carte d'occupation des sols cible. Et en constituant de grands jeux de données qui vont faire quelques centaines de milliers de telles images, là encore j'y reviendrai, on va dériver des algorithmes qui vont nous produire les cartes d'occupation des sols que je vous montre là,
et qui sont capables d'opérer à l'échelle du territoire national. C'est là que se trouve le gain de l'intelligence artificielle, c'est dans ce passage à l'échelle. On va faire une description du territoire sur 500 ou 1000 km² et on va avoir un système capable de travailler sur, la superficie du territoire national, donc 550 000, 600 000 km². C'est ça le gain du passage à l'échelle qu'amène l'intelligence artificielle, et c'est pour ça que c'est une alliée extrêmement importante pour nous permettre de décrire le territoire national et ses transformations plus vite. Je prends un autre exemple, je m'y attarderai un peu moins, mais pour vous montrer que ce phénomène-là est général. C'est-à-dire, en fait, quand on va travailler sur le fait d'amener un nouveau type de description aussi du territoire, donc une description 3D qui amène d'autres informations, qui est très utile par exemple pour la prévention des risques, pour pouvoir suivre le risque inondation, être capable de suivre par exemple en cas de crue la dynamique d'écoulement des eaux. Vous avez besoin d'une bonne modélisation 3D du territoire. Bon, l'IGN là-dedans fait une acquisition de nuages de points 3D LIDAR à haute densité qui va permettre de capturer cette information 3D, mais là encore, pour en faire quelque chose, il va falloir amener une information de contenu. Il va falloir décrire concrètement qu'est-ce qu'on voit. Et pareil, là, on va développer des systèmes d'intelligence artificielle qui vont prendre ces nuages de points. Et comme vous le voyez à droite, vous allez avoir après une classification qui est faite du nuage de points et qui vous donne en chaque point acquis comme ça. Est-ce que c'était de la végétation? Est-ce que c'était un bâtiment? Est-ce que c'était un point qui se trouve au sol? Etc., etc. Et de la même manière, à gauche, tout ça repose sur le fait d'avoir produit des grands jeux de données d'apprentissage qui vont nous avoir permis de caler, de calibrer, d'entraîner ces systèmes d'intelligence artificielle, cette fois pour la 3D. D'autres systèmes, d'autres techniques, mais des principes similaires. Et de la même manière, passage à l'échelle, avec des jeux de données qui font 100, 200 km², on a des systèmes qui travaillent à l'échelle nationale. J'avais dit que j'allais revenir là-dessus, parce que de toute façon, s'il y a déjà un des messages, en tout cas avec lequel vous pouvez repartir, c'est que la donnée, c'est fondamental. Vous le savez, de toute façon, vous êtes sur ce salon, mais dans le cadre de l'IA, on ne fait pas sans avoir produit des infrastructures de données et des données d'apprentissage très importantes. Je voulais un peu vous montrer sous le capot à quoi ça ressemble produire des données d'apprentissage dans le cadre de l'occupation des sols, par exemple. Et ben, en fait, vous avez tout un jeu d'échelle qui se passe, dans lequel, pour arriver à avoir un modèle qui marche bien à l'échelle du territoire national, vous avez besoin de modèles qui ont vu le territoire dans toute sa diversité. Il va falloir être capable de gérer le fait que la végétation de la forêt des Vosges n'est pas la même végétation que celle sur le littoral de la Méditerranée, que les bâtiments n'ont pas le même aspect quand vous êtes en Bretagne et quand vous êtes dans le sud-ouest, que les photos aériennes ont pu être acquises en mars, en juin, en juillet, et que l'aspect du paysage n'est pas le même à ces différentes périodes de l'année. L'aspect de la végétation n'est pas le même à ces différentes périodes de l'année. Vous devez gérer le fait que vous devez avoir des modèles qui marchent sur des zones urbaines, sur des zones agricoles, sur des zones forestières. Voilà. Vous devez gérer toute cette complexité du réel là et avoir réussi à capturer de tout ça dans vos données d'apprentissage, sans quoi vos modèles ne marcheront pas sur une grande partie du territoire national ensuite. Et donc pour ça, on va échantillonner. On va aller piocher dans différents départements des échantillons. On va, à l'intérieur de ces départements qui vont être du coup pris avec une même prise de vue aérienne, avec une même photo, on va aller sélectionner encore des plus petites zones. C'est ce que vous voyez, ces petites aires, ces petits rectangles rouges que vous voyez quand vous commencez à zoomer sur un département. On va aller chercher la plus grande ville peut-être du département, plus quelques zones forestières, plus quelques autres villes secondaires, etc. Et puis, ensuite, vous avez des petites zones d'1 km². Et puis, on va saisir une carte d'occupation des sols sur ce kilomètre-carré-là. Et à nouveau, cette image-là va être découpée en plein de petites vignettes qui sont l'échelle à laquelle travaillent les modèles. Donc, vous voyez cette espèce d'emboîtement-là où vous passez votre temps à naviguer entre du très, très local. Vous voulez avoir quand même après une description qui se fait à 20 cm de pixels. Et pour y arriver, vous avez besoin de penser à comment est-ce que vous échantillonnez votre territoire national et comment vous composez avec toute cette diversité de la France. Et il faut du volume. Il faut trois choses en fait. Il faut du volume, de la diversité et de la qualité. Vous avez besoin, donc, pour entraîner des modèles d'occupation des sols nationaux, en fait, c'est plus de 20 milliards de pixels, c'est donc, à peu près 100 000 images en ordre de grandeur qui sont annoter avec sur chaque pixel une information d'une quinzaine de classes d'occupation des sols. Donc c'est des objets qui sont très riches
qui contiennent énormément d'informations et sans lesquelles on ne fait pas des modèles performants. On ne fait pas des modèles ni performants sur la tâche qu'ils doivent faire, ni en termes de capacité à couvrir, encore une fois, tout le territoire. Donc, ça, c'est la précondition pour faire de l'intelligence artificielle de manière intéressante pour décrire le territoire, qui est elle-même une condition pour pouvoir suivre ce qui est en train de nous arriver à l'heure du changement climatique. Et maintenant, on va arriver du coup sur la deuxième partie, celle que j'annonçais en introduction, qui est comment est-ce que vous pouvez vous en saisir. Là, j'essaie de vous montrer la place que ça prend au sein de l'IGN. Je vous ai donné 2 exemples. Il y en a une dizaine en réalité de systèmes d'intelligence artificielle utilisés dans les productions d'informations géographiques par l'IGN. Mais avec ce que l'on fait, il y a plein de choses que vous pouvez explorer, puisque en fait, comment dire, il y a tellement d'actions de description du territoire à mener qu'on n'y arrivera qu'en faisant communauté. Ça reste une idée aussi à garder, je pense. Et l'IA s'y prête très bien. Je vais prendre 2 exemples. Le premier est un produit relativement récent de l'IGN qui s'appelle donc COSIA, carte d'occupation des sols par intelligence artificielle. C'est ce que je vous ai montré au début, que vous pouvez reconnaître. En fait, ces descriptions-là d'occupation des sols par intelligence artificielle sont accessibles, sont des données en accès libre, sont ouvertes et sont réutilisables par. Vous pouvez sortir là et aller voir déjà, aller naviguer dans cette donnée dans un visualisateur du prototype de cette donnée, et puis la télécharger, la récupérer éventuellement pour vos propres analyses. On voit, c'est une donnée qui permet à des utilisateurs qui n'ont pas forcément eux-mêmes un bagage pointu sur l'intelligence artificielle, mais quand même de bénéficier de tout ce que ces techniques amènent pour la description du territoire. On le voit avec beaucoup d'acteurs, que ce soit agences d'urbanisme, associations environnementales, qui reprennent cette donnée-là pour avoir une couche de végétation. Par exemple, une couche de végétation avec des contours géométriques qui soient un peu précis. Donc, c'est une première possibilité, ça, d'aller explorer que fait l'intelligence artificielle concrètement en termes d'analyse d'images aériennes. Vous pouvez aller voir COSIA. Et puis, un autre pan avec lequel vous pouvez, en repartant, aller fouiller un peu. L'IGN s'est lancé depuis 2 ans dans de l'animation de défis technologiques autour de ces problèmes-là, de la description du territoire, de l'analyse de l'occupation des sols, regroupés sous le nom de FLAIR. Donc, FLAIR, derrière, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je vous ai vendu tout à l'heure comme étant la condition indispensable pour réussir à faire de l'intelligence artificielle, en fait, c'est ouvert. Vous pouvez aller récupérer les données d'apprentissage, vous pouvez aller récupérer les modèles utilisés par l'IGN pour l'occupation des sols, et vous pouvez les réutiliser librement également. Donc, FLAIR, vous allez pouvoir récupérer tous ces immenses volumes de données d'occupation des sols, vous allez pouvoir vous confronter à ces difficultés, éventuellement explorer vos propres algorithmes, vos propres modèles là-dessus. Vous allez pouvoir, du coup, si vous êtes plutôt côté chercheur, vous allez pouvoir proposer des améliorations de méthodes, mais par ailleurs, ces modèles-là, ces données d'apprentissage, qui que vous soyez qui développez un système d'intelligence artificielle pour décrire le territoire, en fait, ça va vous aider. Ça va vous aider parce que si vous repartez d'un modèle déjà entraîné, vous allez diminuer les besoins en consommation de calcul. Vous allez diminuer vos besoins en données d'apprentissage pour un nouveau cas. Donc si vous avez besoin de décrire, je ne sais pas, les panneaux photovoltaïques, un type particulier de végétation qui n'est pas déjà décrit dans l'occupation des sols que je vous ai montré, eh ben, en repartant de ces modèles-là, vous le ferez plus vite, moins cher, plus facilement. Et voilà, c'est une très bonne manière de rentrer dans ce monde de l'intelligence artificielle pour la données géographiques que de se pencher sur ces données-là, ces modèles-là, ces méthodes-là qui sont ouvertes dans le cadre de FLAIR. Dans la même veine, je prolonge un peu, mais vous allez trouver, si vous allez chercher du côté de la page Hugging Face de l'IGN, vous allez trouver un ensemble de ressources pour vous permettre de faire de l'intelligence artificielle sur la donnée géo. Vous allez trouver des modèles donc à la fois sur l'occupation des sols, en analyse d'images aériennes, vous allez trouver des modèles pour l'analyse 3D du lidar, vous allez trouver des jeux de données, vous allez trouver. Donc ça, et on va continuer d'alimenter ça. Donc je vous encourage vraiment vivement à aller voir ça, et je vais dézoomer un petit peu avant la fin. Aujourd'hui, en fait, on est à une double charnière, à la fois
ça a été beaucoup abordé dans d'autres conférences aujourd'hui, mais le caractère ouvert ou pas de l'intelligence artificielle n'est pas acquis, alors que c'est une technique qui a tout pour être ouverte et pour qu'on gagne tous à ce que ça soit ouvert. Comme c'est de l'information à la base. Donc le partage de la donnée permet à beaucoup plus d'acteurs de s'en saisir, le partage des modèles permet à beaucoup plus d'acteurs de s'en saisir, et tout ce qu'on va verrouiller va contribuer à renforcer la situation de quelques acteurs hégémoniques que vous connaissez, qui sont ou bien les GAFAM, ou bien les nouvelles générations de startups structurées autour des très grands modèles d'intelligence artificielle. Donc on a cette charnière-là, et puis on a une autre charnière qui est, en fait, on est loin d'avoir exploité tout ce que l'IA pouvait amener pour l'écologie et pour la description du territoire. Et peut-être ça, le double enjeu pour nous, c'est de réussir à faire que l'IA soit utilisée à toute son ampleur sur la description du territoire et qu'on arrive à l'amener sur de nouveaux sujets. Et donc ça passe par outiller tout ce qu'on peut pour ça, pour vous permettre aussi à vous de mobiliser. C'est à nombreux qu'on arrivera à s'en saisir à l'ampleur qu'elle mérite. Et de l'autre côté, amener les sujets et les problèmes, parce qu'en fait, il se pose encore beaucoup de défis, des défis techniques notamment, pour faire de l'IA sur de la donnée géo, et amener ça dans le monde de l'intelligence artificielle. On a plein de données, on a plein de problèmes passionnants, mais pour qu'ils puissent exister et pour que ça puisse driver l'agenda de recherche, il faut là encore des grands jeux de données. La recherche en IA consomme des jeux de données qui sont massifs pour pouvoir caler ses méthodes, caler ses modèles, s'évaluer. Et donc, on a cet enjeu-là, et je pense que la production et l'ouverture et la documentation et la transparence sur des très grands jeux de données, des infrastructures de données d'apprentissage, va nous aider tous à rapprocher ces mondes qui ont beaucoup de choses à se fournir et à se nourrir mutuellement. Voilà pour cette présentation, pour ce partage. Encore une fois, j'espère avoir tenu l'objectif que je m'étais proposé et que cette petite balade vous a donné envie de... Je vais quand même remettre plutôt des images pour laisser là-dessus, mais d'aller voir. Allez voir, vous vous rendrez compte par vous-même de ce que ça nous amène et qu'est-ce qu'on peut en attendre et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces systèmes d'IA tels qu'ils sont aujourd'hui. Je ne parle pas d'une promesse lointaine au futur, je parle de ce qui existe là aujourd'hui et qui est vraiment utilisé et utilisable. Je vous remercie et puis on a 5 minutes pour prendre des questions de la salle. Comme c'est diffusé aussi. Merci. Merci beaucoup pour le partage. J'avais une petite question. Est-ce que les autres acteurs européens, voire même dans le monde, font le même genre de travail ou est-ce que c'est spécifique à la France et son historique avec l'IGN? Alors, un peu des deux. Disons. On a une position particulière quand même, dans le cas de la donnée géographique, sur l'ouverture pour l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que le fait d'avoir pensé la production de jeux de données ouvertes en termes de volume notamment de ces données-là, ça reste assez rare. Les jeux de données dont je vous parlais, la FLAIR, c'est l'un des 3 principaux jeux de données mondiaux sur l'occupation des sols à haute résolution. Derrière, enfin devant, au même niveau, en fait, ça dépend de comment vous regardez. Vous avez un qui est porté par un consortium universitaire et avec d'universités chinoises, notamment l'université de Wuhan en Chine. Et vous avez un autre qui est porté par un consortium avec le MIT et Meta. Voilà, donc c'est plutôt ces constellations d'acteurs-là qui vont faire effectivement des grands jeux de données ouverts et abondants et massifs pensés pour l'IA. Sur certains sujets un peu pointus, comme le lidar en forêt par exemple, en fait il existe des jeux de données académiques qui sont portés par différentes institutions de recherche, mais rarement à l'ampleur permettant de se dire ok, on va pouvoir voir un apport de l'apprentissage profond notamment qui soit crédible en termes de volume, en termes de diversité. C'est-à-dire qu'un jeu de quelques kilomètres carrés sur 1 ou 2 forêts, ça ne permet pas de se rendre compte de si on va amener quelque chose avec ces systèmes-là. Cela dit, il existe
quelques efforts aussi de production quand même de jeux de données qui puissent être plus européens aussi notamment. Il y a des choses qui sont pas mal en articulation avec la politique agricole commune, comme là il y a pas mal de normalisation et d'efforts enfin, un cadre un peu commun qui existe déjà du fait d'un cadre politique commun. Il y a des choses qui existent plutôt dans ce domaine-là. Bonjour. Si je dis pas de bêtises, avant COSIA, il y avait déjà des modèles, notamment au sein de l'IGN, de couverture des sols. Notamment, sinon, je pense aussi au Cory Land Cover au niveau européen. Est-ce qu'avant, ces modèles-là, ils n'utilisaient pas d'IA, et à ce moment-là, comment est-ce que c'était produit? Ou est-ce que c'était de l'IA, mais de plus basique, et du coup, on ne le mentionnait même pas? Ouais, il y a eu alors je maîtrise pas toutes les techniques de tous les modèles d'occupation des sols. Il y en a eu qui ont utilisé de l'IA avec des techniques de la génération pré-deep learning, en gros. Mais il y a en fait il y a un gap important en termes de performance sur l'analyse d'image quand on passe à l'époque de l'apprentissage profond ou à la deuxième moitié des années 2010. Donc le gap en performance est vraiment important. Et en fait, le gap est vraiment important en termes de généralisation, en termes de capacité d'un même modèle à travailler dans toute cette diversité de contextes. Et alors, il me semble que sur les générations précédentes, en fait, il y avait un besoin beaucoup plus de, à chaque zone, caler un modèle et donc refaire une production de données d'apprentissage local. Ça, et en fait, du coup, comme globalement, la génération d'algorithmes précédents nécessitait beaucoup plus de travail préparatoire sur la donnée aussi, dans le sens, c'est des algorithmes qui ne traitaient pas forcément l'image telle quelle. Il fallait d'abord construire plein de descripteurs de l'image sur lesquels un algorithme allait se faire, donc il y avait plus de complexité liée à ça, et donc, point qui relie à ce que je racontais, mais beaucoup moins de facilité à transférer entre des cas d'usage en fait. Là, c'est l'une des richesses, c'est qu'en fait, dès lors que vous êtes sur un problème qui va être un problème d'analyse d'images aériennes, et a fortiori un problème d'analyse des images de la baie des Hortos de l'hygiène, il y a énormément de l'information qui a été capitalisée dans les modèles, dans leurs apprentissages pour le CS, qui se transfèrent en fait. Ces modèles ont déjà compris beaucoup de choses de la structuration du territoire. Donc ça, je pense que ça change beaucoup de choses dans les conséquences en termes d'écosystème. Dernière question. Merci à vous.